Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours complet de thermodynamique. La thermodynamique, c'est la science de l'énergie, de la chaleur et de leur transformation. Elle explique aussi bien le fonctionnement d'un moteur de voiture que celui d'un réfrigérateur et pose même des limites fondamentales à ce que la nature autorise. Dans cette vidéo, nous partons des concepts de base et nous allons jusqu'aux deux grands principes qui gouvernent tout l'univers. Au programme, le système et ses variables, la température, le gaz parfait, l'énergie interne, le premier principe, le travail et la chaleur, les transformations, le deuxième principe est l'entropie, le cycle de Carnot, le rendement et les machines thermiques. C'est un voyage passionnant. Commençons. Posons d'abord le décor. En thermodynamique, on étudie un système, c'est la portion de l'univers qui nous intéresse, par exemple le gaz contenu dans un piston. Tout le reste s'appelle le milieu extérieur. Entre le système et l'extérieur, deux choses peuvent s'échanger, du travail, qui est un transfert d'énergie ordonnée, mécanique, et de la chaleur, qui est un transfert d'énergie désordonnée lié à l'agitation des particules. Toute la thermodynamique consiste à suivre ces échanges d'énergie. Cette science est née au XIXe siècle avec l'essor des machines à vapeur. Des noms comme Carnot, Joule, Clausius ou Kelvin ont bâti en quelques décennies l'un des édifices les plus solides de toute la physique. Précisons la notion de système. On en distingue trois types selon ce qu'ils échangent avec l'extérieur. Le système ouvert échange à la fois de la matière et de l'énergie. Une casserole d'eau qui bout en est un. Le système fermé échange de l'énergie mais pas de matière. Un gaz enfermé dans un piston étanche. Et le système isolé n'échange rien du tout, ni matière ni énergie. Une bouteille thermos idéale en est l'image. Pour décrire l'état d'un système, on utilise des variables d'état. La pression, le volume, la température et la quantité de matière. Certaines grandeurs, qu'on appelle fonctions d'état, ne dépendent que de l'état actuel du système et jamais du chemin suivi pour y arriver. Cette idée sera capitale tout au long du cours. Arrêtons-nous sur la température, une grandeur que l'on croit connaître mais qui est subtile. À l'échelle microscopique, la température mesure l'agitation des particules. Plus les molécules s'agitent vite, plus la température est élevée. En thermodynamique, on n'utilise pas les degrés Celsius, mais l'échelle absolue en Kelvin. Le zéro de cette échelle, le zéro absolu, correspond à l'arrêt total de l'agitation. C'est moins 273,15 degrés Celsius. Pour passer des Celsius au Kelvin, on ajoute simplement 273,15. Enfin, le principe zéro de la thermodynamique énonce une évidence très profonde. Si deux corps sont chacun en équilibre thermique avec un troisième, alors ils sont en équilibre entre eux. C'est ce qui donne tout son sens à la mesure de la température. Le modèle central de ce cours est le gaz parfait. C'est un gaz idéalisé dont les particules sont supposées sans interaction et de taille négligeable. Ce modèle simple décrit pourtant très bien les gaz réels dans de nombreuses situations. Tout tient dans une seule équation, l'équation d'état du gaz parfait PV égale nRT. La pression multipliée par le volume égale la quantité de matière, multipliée par la constante des gaz parfaits, multipliée par la température absolue. De cette équation découlent les lois historiques. À température constante, pression et volume varient en sens inverse. À pression constante, le volume est proportionnel à la température. Retenez bien cette équation PV égale nRT. C'est l'outil que nous utiliserons sans cesse. Introduisons maintenant la grandeur reine du premier principe, l'énergie interne notée U. L'énergie interne, c'est l'énergie totale contenue dans le système à l'échelle microscopique, l'énergie d'agitation des particules et l'énergie de leurs interactions. C'est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état du système, pas du chemin parcouru. Le système peut faire varier son énergie interne de deux façons, et seulement deux, en échangeant de la chaleur, notée Q, et en échangeant du travail, noté W. Attention aux conventions de signes essentiels. On adopte le point de vue du système, tout ce qui entre dans le système et augmente son énergie est compté positivement. Tout ce qui en sort est compté négativement. Gardez bien ce principe en tête. Nous voici au premier principe de la thermodynamique. Son énoncé est d'une simplicité magnifique. La variation d'énergie interne d'un système est égale à la chaleur reçue plus le travail reçu. En symbole, delta U égale Q plus W. C'est tout. C'est la loi de conservation de l'énergie appliquée à la thermodynamique. L'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas. Elle ne fait que se transformer et passer d'une forme à une autre. Une conséquence très importante. Pour un système isolé, qui n'échange ni chaleur ni travail, l'énergie interne reste constante. Et puisque U est une fonction d'état, sa variation entre deux états ne dépend jamais du chemin suivi, même si la chaleur et le travail, eux, en dépendent. Le premier principe, c'est le grand principe comptable de l'énergie. Regardons de plus près le travail des forces de pression, car c'est lui qui fait avancer les pistons. Quand un gaz se comprime ou se détend, il échange du travail avec l'extérieur.
Pour une petite variation de volume, le travail élémentaire reçu par le gaz vaut moins la pression, multiplié par la variation de volume. Le signe moins traduit la convention. Quand le gaz se détend, son volume augmente et il fournit du travail à l'extérieur. Le travail qu'il reçoit est donc négatif. Sur un diagramme où l'on place la pression en fonction du volume, le travail correspond à l'air sous la courbe de la transformation. C'est une lecture géométrique très puissante. L'air, c'est l'énergie mécanique échangée. Et comme cet air dépend du chemin suivi, le travail n'est pas une fonction d'état. Il existe 4 transformations classiques qu'il faut absolument connaître. La transformation isotherme se fait à température constante. Sur le diagramme pression-volume, elle suit une branche d'hyperbole. La transformation isobare se fait à pression constante, c'est un segment horizontal. La transformation isocore se fait à volume constant, c'est un segment vertical, et comme le volume ne change pas, le travail des forces de pression y est nul. Enfin, la transformation adiabatique se fait sans aucun échange de chaleur avec l'extérieur, elle est plus pointue que l'isotherme sur le diagramme. Chaque transformation a ses propres formules, mais toutes obéissent au premier principe. Savoir les reconnaître et les tracer est une compétence essentielle. Parlons de la chaleur et des capacités thermiques. La capacité thermique mesure la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un corps d'1 degré. Pour un gaz, on en distingue deux. La capacité à volume constant, notée CV, relie la chaleur reçue à la variation de température, lorsque le volume ne change pas. La capacité à pression constante, notée CP, fait de même mais à pression constante. À pression constante, une partie de la chaleur sert aussi à fournir du travail de dilatation. C'est pourquoi CP est toujours supérieur à CV. Ces deux capacités sont reliées par la magnifique relation de Mayer CP moins CV égale NR. On introduit aussi une nouvelle fonction d'état, l'enthalpie, notée H, particulièrement commode pour les transformations à pression constante. Le premier principe dit que l'énergie se conserve, mais il ne dit pas tout. Il n'interdit pas, par exemple, que la chaleur remonte spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Pourtant, dans la réalité, cela n'arrive jamais. Il manque quelque chose, le sens du temps. C'est tout l'objet du deuxième principe. Il introduit une nouvelle fonction d'état, l'entropie, notée S, et affirme une chose fondamentale. Pour un système isolé, l'entropie ne peut que croître ou rester constante, mais jamais diminuer. En symbole, delta S est supérieur ou égal à zéro. L'entropie ne fait qu'augmenter. C'est ce principe qui donne une flèche au temps, qui explique pourquoi le café refroidit, pourquoi le sucre se dissout et pourquoi tous ces phénomènes ne se produisent jamais à l'envers. Mais qu'est-ce que l'entropie, au fond? On peut la voir de deux manières. La vision thermodynamique, pour une transformation réversible, la petite variation d'entropie vaut la chaleur échangée, divisée par la température absolue. La vision statistique, due à Boltzmann, est encore plus profonde et plus belle. L'entropie mesure le désordre, ou plus précisément le nombre de façons microscopiques de réaliser un même état macroscopique. Sa formule est gravée sur la tombe de Boltzmann, S égale K, multiplié par le logarithme de grand oméga, où grand oméga est ce nombre de configurations. Un état très désordonné peut se réaliser d'un nombre gigantesque de façons, il est donc beaucoup plus probable. Voilà pourquoi le désordre l'emporte toujours, non par une loi mystérieuse, mais simplement parce qu'il est, de très loin, le plus probable. Appliquons tout cela à la plus célèbre des machines, le cycle de Carnot imaginé par Sadi Carnot en 1824. C'est un moteur idéal qui fonctionne entre deux sources de chaleur, une source chaude à haute température et une source froide à basse température. Le cycle se compose de 4 transformations réversibles, une détente isotherme au contact de la source chaude où le gaz reçoit de la chaleur, une détente adiabatique où il se refroidit, une compression isotherme au contact de la source froide où il cède de la chaleur, et enfin une compression adiabatique qui le ramène à son état de départ. Sur le diagramme pression-volume, ce cycle dessine une boucle fermée et l'aire de cette boucle représente le travail fourni par le moteur à chaque tour. Quel est le rendement de ce moteur? Le rendement, c'est ce que la machine nous rend utile, le travail divisé par ce qu'elle a coûté, la chaleur prise à la source chaude. Carnot a démontré un résultat absolument fondamental. Le rendement d'un moteur de Carnot ne dépend que des deux températures. Il vaut 1 moins la température froide divisée par la température chaude, ces températures étant exprimées en Kelvin. Et voici le théorème de Carnot, l'un des sommets de la physique. Aucun moteur thermique fonctionnant entre ces deux mêmes températures ne peut faire mieux que le moteur de Carnot. C'est une limite indépassable imposée par le deuxième principe lui-même. On ne peut jamais convertir toute la chaleur en travail, une partie doit toujours être cédée à la source froide. C'est la loi. Le cycle de Carnot peut aussi fonctionner à l'envers, et cela ouvre tout un monde de machines. Un moteur thermique prend de la chaleur à une source chaude, en transforme une partie en travail et rejette le reste à la source froide.
C'est le principe de la centrale électrique ou du moteur de voiture. Mais si l'on fournit du travail à la machine, on peut inverser le sens des échanges. On prend alors de la chaleur à la source froide pour la rejeter vers la source chaude. Si le but est de refroidir la source froide, c'est un réfrigérateur ou un climatiseur. Si le but est de chauffer la source chaude, c'est une pompe à chaleur. Ce système de chauffage si efficace qui peut restituer plusieurs fois l'énergie qu'on lui fournit. Moteur, réfrigérateur, pompe à chaleur, trois usages d'un même principe. La thermodynamique est partout autour de vous, bien au-delà des manuels. Le moteur de votre voiture est une machine thermique qui transforme la chaleur de la combustion en mouvement. Votre réfrigérateur extrait la chaleur de ses aliments pour la rejeter dans la cuisine. C'est pour cela que sa grille arrière est tiède. La climatisation fonctionne sur le même principe. Les centrales électriques, qu'elles soient à charbon, à gaz ou nucléaire, ne font finalement qu'une seule chose: chauffer de l'eau pour produire de la vapeur, qui fait tourner une turbine. Et le deuxième principe explique pourquoi ces centrales ne dépasseront jamais un certain rendement et perdent toujours une part importante de leur énergie sous forme de chaleur. Comprendre la thermodynamique, c'est comprendre les limites énergétiques de notre monde et les enjeux de demain. Récapitulons ce grand voyage. La thermodynamique étudie les échanges d'énergie entre un système et son milieu extérieur, sous forme de chaleur et de travail. Le modèle du gaz parfait obéit à l'équation PV égale nRT. Le premier principe énonce la conservation de l'énergie, delta U égale Q plus W. Le deuxième principe introduit l'entropie, qui ne fait qu'augmenter pour un système isolé et qui donne autant sa flèche. Le cycle de Carnot fixe la limite ultime du rendement d'un moteur, qui vaut un moins la température froide sur la température chaude. Et de ces principes découlent toutes les machines thermiques: moteur, réfrigérateur, pompe à chaleur. Deux principes, quelques équations, et c'est tout l'univers énergétique qui s'éclaire. Voilà qui conclut ce tour d'horizon complet de la thermodynamique. Des simples échanges de chaleur jusqu'à la flèche du temps portée par l'entropie, vous avez maintenant en main les concepts qui gouvernent l'énergie dans tout l'univers. Pour bien ancrer tout cela, je vous encourage à refaire les schémas vous-même, à retracer le cycle de Carnot et à chercher la thermodynamique dans les objets de votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains cours de physique. Dans la prochaine vidéo, nous explorons en détail les machines thermiques réelles et leurs cycles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.